Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 6 mai de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal en direct du studio Alain Carton de Aussi FM. Voici le 17e numéro de votre émission Carte sur table pour le compte de l'année 2018. Le député Atao Mohamed Renouho, impliqué dans l'affaire dite de faux médicaments, est sous mandat de dépôt depuis 72 heures, mais toujours à la psychiatrie du CNHU de Cotonou avec le mandat d'arrêt de l'élu de la 15e circonscription électorale et la déferlante médiatique qu'il a suscité dans la presse. Le droit constitutionnel s'est soudainement rappelé au bon souvenir de tous, qu'ils soient citoyens, journalistes et même juristes, chacun y allant de sa propre interprétation de l'unité parlementaire. L'invité de cette émission, l'honorable Gérard Benouchi, nous dira ce qu'il pense du dossier Atao qui défraie donc la chronique depuis quelques jours. Honorable, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi. Voilà. Avec vous, nous évoquerons également plusieurs sujets d'actualité, les lois votées depuis 2018 à l'Assemblée nationale, les dernières décisions du Conseil des ministres, un point partiel sur le RAVIP et puis les législatives 2019 et j'en oublie. Cette émission est relayée en direct sur Iban FM de Parakou. Vous nous regardez également, et bien sûr Océan Télévision Web, et vous êtes également nombreux à capter Océan FM à l'extérieur grâce à l'application Océan FM 48.6 téléchargeable sur Play Store. À 10h05, sachez que vous aurez les deux lignes disponibles pour pouvoir intervenir, le 65 00 24 24 ou le 21 33 44 19. On est ensemble jusqu'à 10h30 pile. Vous avez bien fait de choisir notre compagnie. Bienvenue à vous tous. Honorable Gérard Benouchi, chaque fois qu'on vous sollicite, vous répondez toujours présent. Merci beaucoup pour cet attachement, bien sûr, à notre radio Océan FM. Je vous en prie. Voilà. Alors, vous êtes donc député à l'Assemblée nationale, rapporteur général de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Vous êtes également conseiller à la mobilisation sociale du RAVIP. Alors, si vous le permettez, honorable Benouchi, nous allons démarrer cette émission avec l'affaire Atao Renouho, puisque votre collègue est actuellement sous mandat de dépôt depuis quelques 72 heures. Alors, depuis le 27 avril dernier, que ce feuilleton a démarré, quelle lecture, vous, au fait, justement, du dossier, honorable Benouchi? Merci beaucoup, cher ami journaliste. Oui, depuis le 27 avril, comme vous l'avez dit, cette affaire a commencé à défrayer la chronique. Nous avons suivi de façon séquentielle plusieurs personnes intervenir sur le dossier. Oui. Nous avons suivi tous les phasages de ce dossier. Ce que je puisse dire aujourd'hui, c'est que des personnes avisées ont parlé, des personnes qui ont prêté serment ont parlé. Le procureur de la République a parlé, a exposé le rapport d'un médecin qui est un agrégé des facultés, qui a fait son rapport. C'est quelqu'un qui a prêté serment. Le procureur aussi, c'est quelqu'un qui a prêté serment. Le ministre de la Justice a parlé. Notre collègue Atao a fait des déclarations. De tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, ce que je vais dire, c'est qu'en l'état actuel du dossier, étant donné que désormais notre collègue est sous mandat de dépôt, le dossier est pleinement entre les mains de la justice. Moi, j'aurais souhaité que on dépose la balle à terre et qu'on fasse confiance à notre justice et qu'on laisse maintenant la justice faire son travail pour nous décanter cette situation plutôt que de continuer d'avancer dans la polémique. Je suggère plutôt que tout le monde dépose la balle à terre et qu'on laisse la justice faire son travail pour nous clarifier ce dossier. Oui, avant d'en arriver là, honorable Benouchi, quand même le droit constitutionnel s'est soudainement rappelé donc au bon souvenir de tous. Je l'avais dit tantôt, citoyens, journalistes et même juristes, même les marchands de rue, tout le monde veut interpréter la loi. Juriste, voilà, exactement. Et bien chacun donc il va dans sa propre interprétation. Nous allons écouter très rapidement donc le ministre de la Justice et le garde des Sceaux, maître Joseph Diagbeno, qui va nous dire un peu ce qu'il pense justement du dossier, et après on revient dans ce studio pour quelques différents commentaires. Diagbeno.
Cela devient une habitude devant le tribunal de première instance de Cotonou, qu'une personne faisant l'objet de mandat d'arrêt se retrouve devant un juge d'instruction qui ne fait pas appliquer la procédure. Que la personne se retrouve devant un juge des libertés et de la détention qui ne fait pas appliquer la procédure. Même si après, il lui est loisible de lever le mandat. Tout ce qui sera fait pour que la vérité soit connue des juridictions, pour que les sanctions appropriées, si cela est avéré, soient appliquées, pour que les responsabilités diverses soient identifiées et que les personnes qui sont responsables de ce que vous savez puissent encourir les peines conséquentes, le gouvernement fera cela. Il y a des dysfonctionnements qui ont été relevés. Je suis le premier responsable de l'administration judiciaire. Nous allons assumer toute notre responsabilité de ce point de vue. Voilà. À l'instant, donc, Maître Joseph Fifami Diagbeno. Alors, le ministre de la Justice met en cause l'attitude du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, Maître honorable Gbenochi. Alors, ce qui n'est pas du goût quand même de l'Union nationale des magistrats du Bénin qui, après analyse, constate que les déclarations de Maître Joseph Diagbeno constituent non seulement une interprétation inexacte des dispositions du Code de procédure pénale, mais également une atteinte grave à l'office du juge et à l'indépendance, monsieur, de la justice. Votre réaction? Merci beaucoup. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer dans le même sens pour dire que nous avons deux camps. Nous disons le ministre de la Justice qui parle, qui expose son entendement donc de ce qu'on devait donc s'attendre de l'application donc des tests en la matière en ce qui concerne le mandat d'arrêt. L'UNABAB est monté aussi au créneau et a dit qu'il pense plutôt que le ministre a fait une mauvaise interprétation. Mais ce que je dis, c'est que qui est chargé donc de vérifier que nos textes sont bien appliqués au Bénin, nous connaissons. Il faut que nous pratiquions donc, nous habituions à pratiquer la confiance en nos institutions, que nous laissions chaque institution jouer son rôle. Là maintenant, nous sommes en plein dans la polémique. Chacun tire le doigt de son côté. Qu'est-ce que nous allons suggérer? C'est de dire, laissons le dossier en l'état. Permettons à ce que chaque institution joue son rôle. Que la justice fasse son travail. Le ministre a dit tout à l'heure qu'il est le premier responsable de l'administration judiciaire. Donc laissons le ministre faire aussi son travail du point de vue administratif. Mais en matière de jugement, c'est lui qui a le dernier mot, puisque c'est les juges quand même qui les magistrats. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, laissons la justice faire son travail. Nous verrons dans quel sens ira la justice et tout le monde se pliera. C'est ce que moi je suggère. Plutôt que nous continuons, chacun va interpréter tel qu'il l'entend. Vous savez que le droit s'interprète et quand on est sur le champ de l'interprétation, chacun y va selon sa propre compréhension de la chose. Mais je sais une seule chose, au finish, nous avons donc des niveaux de recours où après, on peut saisir les instances qu'il faut pour nous clarifier, pour nous situer. Donc pour l'heure, je pense que nous tous ceux qui sont subitement devenus juristes, il faudrait que nous arrêtions pour laisser chaque institution jouer son rôle. Alors, il y a eu ce communiqué, je le dis un peu laconique, bien sûr, de l'Assemblée nationale, qui a confirmé le rapport, bien sûr, du médecin traitant du député Atao Mohamed Henho. Est-ce que vous retrouvez dans ce rapport de l'Assemblée nationale? C'est une affaire de se retrouver dans ce rapport. L'Assemblée nationale, comme cela se doit, un député donc est gardé, un député était à l'hôpital, a déclaré qu'il a été bastonné. C'est du ressort donc de l'Assemblée nationale d'aller investiguer, d'aller prendre donc le pouls pour savoir ce qui s'est passé. C'est en cela que le président de l'Assemblée nationale a dépêché donc le médecin donc de l'Assemblée nationale pour aller constater l'état de santé de notre collègue. Et le médecin a fait son rapport. Et c'est ce rapport qui a été donc relayé dans ce communiqué. Et je trouve que ce rapport est en phase avec ce que le procureur a exposé comme venant donc du professeur agrégé, donc qui est sur ce dossier-là. Je vois que les deux versions se retrouvent. Oui, donc qu'on s'en tienne à cela. Oui, la décision unilatérale d'une seule personne, donc à l'absence d'une contre-expertise, est-ce que vous ne voyez pas que on pouvait quand même amener l'Assemblée nationale pour désigner un autre médecin pour la contre-expertise, pour qu'on nous dise, quand même, on a quand même l'impression que l'Assemblée nationale a juste voulu un peu interpréter ou bien voilà copier-coller de ce que le procureur a dit. L'Assemblée nationale n'est pas un juge, n'est pas la justice. L'Assemblée nationale, son rôle, c'est d'aller constater. Et constater, c'est de prendre, de visiter le dossier de notre collègue
Et qui est à même donc de fournir des informations sur ce dossier, c'est le médecin traitant. Et c'est ce que le médecin traitant a dit au médecin de l'Assemblée nationale, c'est ça ce qu'il a reporté. Il n'a pas à aller au-delà. Mais si quelqu'un doit aller sur le chemin de la contre-expertise, c'est plutôt notre collègue Atao. Qui peut contester cela et solliciter donc une contre-expertise. À travers ses avocats, c'est ça. Mais oui, absolument. Oui, dans cette affaire, certains observateurs pensent, honorable Benouché, que la solidarité des corporations, franchement, a été bafouée. On n'a pas vu des députés au chevet, bien sûr, donc des députés à part, la minorité, des députés de la minorité parlementaire. Qu'en dites-vous? Et nous, dans la majorité, nous n'aimons pas donner dans du spectacle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut laisser les choses se clarifier. Nous avons commencé à entendre, comme vous tous, et à voir sur les réseaux sociaux des images. Nous ne comprenons rien de ce dossier. Nous savons qu'il y avait eu un mandat d'arrêt. Notre collègue a disparu depuis un moment. Et quand il est revenu, il n'est pas revenu à l'Assemblée. Mais c'est sur les réseaux sociaux que nous avons commencé à voir cela. Tout cela est flou pour nous. Quand c'est flou, il faut garder son sang-froid et observer les choses d'abord. Nous sommes dans la posture d'observer les choses évoluer et que donc le droit soit dit plutôt que de nous immixer dans ce dossier pour faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, mais nous avons choisi plutôt de rester serein et d'observer les choses évoluer. Vous avez vu des images, c'est tout ce que vous avez vu. C'est rien que des images. Vous n'avez pas vu des plaies, voilà, vous doutez un peu. Pas douter, mais moi je m'en tiens au rapport du médecin. Si un médecin, on a fait des scanners, qu'est-ce qui peut révéler plus l'état de santé d'une personne? On dit le scanner. Le scanner, c'est une machine qui explore jusqu'en profondeur. Et le scanner a révélé qu'il n'y a pas de contusion. Donc, on a dit, sur le corps, il n'y a pas de traces. Donc, de blessures, il n'y a pas d'œdème. Et subitement, on le voit à la psychiatrie, on pense que pour l'instant, il ne raisonne pas bien ce griffe. Est-ce que vous député à l'Assemblée, vous avez côtoyé l'homme? Moi, je ne peux pas aller sur ce terrain. Je ne veux pas aller sur ce terrain. Je m'en tiens au rapport du médecin. Restons là. Pour le moment. Est-ce que vous regrettez cette déclaration à l'emporte-pièce du député Atao Hemko? Est-ce que vous le regrettez? Ces déclarations-là, à un moment donné, vous avez sans doute écouté sur les réseaux sociaux ces déclarations. Est-ce que vous regrettez le fait qu'il s'est mis donc dans du pétrin entre griffes? Je n'ai pas à dire cela. Ce que je constate, je continuerai de le dire. Je m'en tiens au rapport du médecin. Et c'est ce que les médecins disent qui font foi. Le médecin, c'est une personne qui a prêté serment. Continuons donc de tenir cela comme vrai jusqu'à ce que une autre version dise le contraire. On va évoluer dans le débat. Et honorable Gérard Benouché, vous avez donc repris le chemin donc de l'hémicycle le 9 avril dernier pour le compte de la première session ordinaire de l'année 2018. Plusieurs lois ont été votées et certains dossiers urgents attendent les parlementaires. Le premier dossier qui me vient à l'esprit, c'est celui de la désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Alors le dossier a été vidé après 4 mois d'attente, 4 mois de bataille politico-juridique, si je peux m'exprimer ainsi. Alors on a perdu pratiquement 4 mois finalement pour envoyer donc pour désigner les 9 représentants de l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir perdu tout ce temps? Nous n'allons plus retourner en arrière. Ce que nous constatons, c'est que à l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée a dit que la guerre des institutions n'aura pas lieu, qu'il faudrait que l'Assemblée nationale se plie à l'injonction de la Cour constitutionnelle et désigne ses membres qui doivent siéger au COSLEPI. Et cela a été fait. La majorité a désigné ses membres, la minorité a désigné ses membres. Donc l'Assemblée nationale a joué son rôle. Donc nous devons nous en tenir à cela. Nous réjouir plutôt de ce que, enfin, l'Assemblée nationale s'est pliée donc à l'injonction de la Cour constitutionnelle. C'est à cela que nous devons nous en tenir. La suite, il reste à ce que la Cour constitutionnelle installe les collègues désignés dans leurs fonctions. Je crois que c'est mardi prochain, donc conformément donc à l'article 219 du Code électoral. Donc je crois que c'est l'information que nous avons eue hier au niveau de la rédaction de Océan FM. Donc les nouveaux membres du COSLEPI donc vont prêter serment le mardi prochain, donc au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors qu'est-ce qu'ils doivent maintenant faire tout de suite, puisque normalement c'est 6 mois, ils ont déjà bouffé 4 mois. Est-ce que la Cour constitutionnelle va leur donner encore 4 mois? Comment ça va se passer aujourd'hui?
C'est la Cour seule qui est souveraine dans ce domaine. Mais ce que je sais, c'est que la Cour avait donc fixé un délai qui courait donc du 29 décembre jusqu'au 30 juin. Donc, nous nous sommes conformés à la décision de la Cour. Je pense que c'est cette décision qui doit donc s'exécuter. Vous savez que selon donc le code électoral, le 1er juillet en principe, c'est ça le délai légal où on devait installer un autre COST. Tout à fait. Donc le COST qu'on est en train s'en va installer, c'est un COST transitoire qui va faire donc pour qu'on se conforme à la décision de la Cour. Suite à cela, en principe, un autre COST devra être installé le 1er juillet. Et ça va se faire le 1er juillet. De respecter cette fois-ci en principe, oui, c'est ce qui est à souhaiter. Que l'Assemblée nationale, étant donné que c'est ce COST qui va travailler pour déposer son rapport, et c'est le fichier actualisé par ce COS qui va servir donc pour les élections législatives de 2019, c'est à souhaiter que en ce moment-là, à partir du 1er juillet, l'Assemblée nationale donc prenne ses responsabilités. Voilà. Il y a aussi l'adoption de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation. Ce texte adopté vient remplacer le décret caduc de 1952 qui encadre jusque-là la location donc au Bénin. Alors dites-nous, honorable, ce qui va changer désormais dans les habitudes et surtout dans les contrats de bail, dans les contrats de location. Merci beaucoup. Oui, je pense que cette loi est une loi fondamentale, étant donné que cela va impacter beaucoup sur le social. Vous savez quelle est la situation donc du logement chez nous, que la plupart des jeunes qui sont sans ressources ont souvent des difficultés à se trouver un logement, étant donné que les propriétaires réclament souvent plusieurs mois de loyer d'avance, ce que les jeunes n'ont pas. Donc, l'Assemblée nationale a pensé qu'il faille une loi pour donc réglementer ces secteurs. C'est ce qui a été fait. Et ce qui changera fondamentalement dans les habitudes désormais, c'est que les propriétaires savent que désormais, ils ne pourront plus réclamer plus de 3 mois de caution d'avance chez les locataires. Ils savent aussi que les loyers ne seront plus fixés en désordre, comme ils veulent. Ils savent désormais qu'il y aura une commission nationale d'évaluation des immeubles qui va travailler pour fixer donc les prix des immeubles dans chaque zone de notre pays. Et la loi dit que le coût du loyer ne peut pas être supérieur à 8% de la valeur de l'immeuble qu'on occupe. Donc ça va être désormais ça. Le cadrage est désormais clair, qu'il n'y a plus du laisser-aller dans ce domaine. Et je pense que la jeunesse est contente. Disons la population béninoise, dans sa majorité, ceux qui n'ont pas donc accès au logement personnel, ceux qui louent souvent, sont très contents. C'est une loi populaire et je voudrais encore une fois m'en féliciter. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues justement pour ceux-là qui ne vont pas respecter la loi? Forcément, il y a forcément des sanctions qui sont prévues. Il n'y a pas de loi qui n'est pas prévue, qui ne prévoit pas de sanctions. Des sanctions sont prévues qui vont donc des amendes jusqu'à l'emprisonnement. Donc tout est prévu. Donc les propriétaires indélicats se feront désormais prendre dès que cette loi sera promulguée par le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, et deviendra donc exécutoire. Et également aussi au niveau des locataires qui sont, disons, ceux-là qui, 6 mois, 7 mois, voire même 1 an d'arriéré. Oui. Ils ont des conflits souvent ouverts avec le propriétaire. Eux aussi, sans doute. Tout ça est prévu. Comment est-ce que tout ça est prévu? Si vous êtes locataire et que vous devez, le propriétaire a la facilité aujourd'hui donc de vous expulser. Parce que avant c'était difficile, mais maintenant c'est prévu. Donc les tests ont prévu comment est-ce que le propriétaire peut rapidement saisir le juge des référés et qui lui donne donc l'autorisation donc d'expulser le locataire indélicat. Oui, la proposition de loi était là depuis je crois 4-5 ans, si je ne m'abuse. Non, pas du tout. Parce que depuis 2015 quand même. C'est 2015. Disons oui. Quand on a commencé cette législature, je pense le groupe parlementaire auquel j'appartiens, l'Union fait la nation, a proposé donc cette loi. Et je suis fier d'avoir donc d'être signataire de cette proposition de loi. Et aussi notre collègue le député Akhenatonde a proposé aussi une autre loi dans ce sens. Donc
l'Assemblée nationale a jugé nécessaire donc de fusionner ces deux lois pour en faire une seule. Et c'est ce qui a donné naissance à celle qui a été votée. Ça n'a pas été facile, parce qu'on a entendu dire que plusieurs députés ont des habitations, des maisons, donc ils ne voulaient pas aller jusqu'à ce point. Mais finalement, ça a été fait. Je n'ai pas senti ça à l'Assemblée, je n'ai pas du tout senti ça. Ça fait 3 ans quand même, c'est un peu beaucoup. C'est pas beaucoup. Disons que vous savez que nous avons beaucoup de priorités à l'Assemblée nationale. Quand une loi, on dépose une loi, ça s'insère donc dans un programme, dans le planning, et puis au moment venu. Donc ça se fait. Vous savez que il y a eu des préalables d'abord. Nous avons dû aller en séminaire sur cette loi à Dassa pour l'approprier, inviter donc tous les acteurs possibles. Donc les gens de la justice, les magistrats ont été invités, les huissiers, la chambre des huissiers, tout cela pour venir apporter donc leur éclairage pour que nous puissions avoir une loi qui satisfasse tout le monde. C'est ça. Ça a été fait. Vous avez également procédé à l'examen des requêtes de la justice via le ministère de la Justice demandant donc la levée d'immunité parlementaire des députés Dierontin, Atao et puis Idriss Bako. Il en est de même des demandes de poursuite devant la Haute Cour de justice d'anciens ministres. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, vous savez donc que la procédure, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale indique clairement que lorsque il y a des demandes de ce genre qui viennent donc de la justice via le ministre garde des Sceaux, l'Assemblée nationale met en place une commission spéciale chargée donc d'écouter les mises en cause, puis produit un rapport. Cette commission spéciale a été déjà composée à raison de un député par groupe parlementaire. En plus de cela, il y a un membre du bureau de l'Assemblée nationale qui est président donc de cette commission. D'après Soussou qui est... Non. Ah oui. Oui, d'après Soussou qui est désigné. Non. Ça, c'est pas la probabilité parlementaire. Bien Robert, qui est désigné par le bureau de l'Assemblée nationale, qui en est le président. Et il y a aussi soit le président de la commission des lois, qui en sera le rapporteur, ou à défaut, un rapporteur de la commission des lois. Mais cette fois, c'est la commission des lois a plutôt désigné son président, qui est l'honorable Agbelesesi Alessis, qui sera donc le rapporteur de cette commission. D'après Sissou a été désigné par son groupe parlementaire. Voilà, exactement. Voilà. Donc, cette commission sera donc, est déjà donc constituée, mais il reste un groupe parlementaire qui n'a pas encore fournir son membre. C'est cela qui reste. Ça va être peut-être lundi, dès demain, et cette commission sera officiellement donc installée par le président de l'Assemblée nationale et commencer à travailler. Combien de jours à peu près pour statuer? Ils n'ont pas, il n'y a pas de délai qui leur soit imparti, mais ils le font avec célérité. Voilà. Étant donné qu'il y a beaucoup de dossiers à l'Assemblée nationale, est-ce que... Ce sera fait avec célérité. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui qu'il faut lever effectivement l'immunité parlementaire donc de tête député avec la situation d'aujourd'hui? Est-ce que vous savez que moi je suis du bloc de la majorité parlementaire qui soutient donc l'action du gouvernement. Vous savez que le gouvernement est engagé dans une lutte implacable contre la corruption. Et vous savez que le peuple béninois réclamait cette lutte il y a longtemps. Donc, pour une fois que nous avons un gouvernement qui est engagé dans cette lutte, nous soutenons fermement cela. Et dans ce sens, je puis vous dire que nous sommes en phase avec le gouvernement sur ce plan que lorsque un de nos collègues est soupçonné dans un dossier où il y a une demande de levée de son immunité, nous ne devons pas laisser l'impression que l'Assemblée nationale est une caverne d'Ali Baba où nous nous protégeons entre nous. Donc, il faut lever l'immunité pour permettre que les collègues aillent s'expliquer devant la justice. S'ils sont blancs, la justice les blanchit et ils reviennent à l'Assemblée nationale. Et donc, il ne nous appartient pas de les protéger. Des comportements de ces gens ont pu se constater par le passé. Nous avons constaté que ça a été contre-productif. Ça n'a pas aidé les collègues qui ont été protégés de cette façon. Il vaut mieux qu'on les laisse aller s'expliquer. Ils ont toujours la présomption d'innocence. C'est seulement pour que la justice puisse les écouter et faire son travail convenablement. Si la justice estime qu'ils sont blancs, c'est la justice qui déclarera cela et c'est avec
honneur qui reviendront donc continuer donc leur mandat à l'Assemblée nationale. Alors, qu'en est-il justement des demandes de poursuite devant la Haute Cour de justice d'anciens ministres? Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau versée dans la mer quand on connaît le fonctionnement de la Haute Cour de justice qui est là depuis une sorte de décision budgétivore entre griffes? Est-ce que vous pensez aujourd'hui effectivement que les demandes de poursuite devant la Haute Cour de justice ira, franchement, c'est une procédure compliquée, complexe. Mais il faut que chacun joue sa partition. Et c'est pour cela que nous avions dit que le processus pour aboutir à la Haute Cour de justice, pour permettre à la Haute Cour d'être efficace, était tellement complexe qu'il faille réformer, qu'il faille réviser donc cette procédure. Malheureusement, ça n'avait pas prospéré. Maintenant, ce qui est du ressort de l'Assemblée nationale, c'est premièrement de jouer sa partition en levant l'immunité. Le processus va se poursuivre. Quand le juge va estimer qu'il faille évoluer et qu'on demandera à l'Assemblée, cette fois-ci, de voter, nous voterons toujours. L'Assemblée nationale jouera toujours sa partition pour que le processus aille jusqu'à son terme. Voilà. La première session donc ordinaire de l'année 2018 ne sera pas du tout au repos donc pour les députés. Honorable Guénouchi, un gros dossier sur lequel le bureau de l'Assemblée nationale est attendu, c'est bel et bien la désignation des 4 représentants du Parlement au sein donc de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. Vous savez que les mandats de l'actuelle Cour arrivent à terme, bien sûr, le 5 juin prochain, donc dans un mois, plus précisément. Alors, est-ce que les jeux de coulisses ont déjà démarré? Non, nous n'avons pas constaté de jeux de coulisses. Un mois? Non, nous n'avons pas constaté de jeux de coulisses. Les tractations quand même démarré. Ce n'est pas visible. Mais forcément que ceux qui ont des ambitions ont commencé donc à exprimer ces ambitions. Vous êtes juriste, ça vous tente? Non. Je ne pense pas que je ne suis pas tenté par cela. Donc ceux qui ont des ambitions vont commencer à taper à des portes. Et puis forcément, des tractations en sourdine, mais rien de visible pour le moment. C'est vrai que de ces derniers temps, la Cour constitutionnelle a été sur le fait de la rampe. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui donc à notre Cour constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus tellement confiance en griffe à notre Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est les décisions qui sont interprétées maladroitement par les citoyens ou qu'est-ce qui ne va pas? On dit que les institutions ne valent que ce que les hommes qui les animent valent. Oui. Et ça, nous aurons toujours à polémiquer sur des décisions de la Cour, parce que à chaque fois qu'une institution sortira une décision, ça peut arranger certains, gêner certains. Nous aurons toujours à dire là-dessus. Mais ce qui est souhaité, c'est que c'est une institution qui est comme un fétiche pour nous, dont le rôle est capital dans l'arsenal de notre démocratie. Et nous devons continuer toujours à avoir confiance en cette institution. Quels que soient les hommes qui vont l'animer, nous devons toujours continuer à placer confiance en cette institution, parce que c'est un des remparts de notre arsenal démocratique que nous ne devons jamais donc affaiblir. Alors, est-ce un chef d'État doit-il contrôler forcément la Cour constitutionnelle? Non, ce n'est pas souhaité. Le chef d'État contrôle la Cour constitutionnelle. C'est une institution imaginée par notre constitution, notre système démocratique qui force l'admiration. Et c'est ça qui a permis que notre charpente tienne jusque-là. Nous ne devons pas souhaiter à ce qu'elle soit contrôlée. Nous devons souhaiter seulement qu'elle soit animée par des hommes de grande probité intellectuelle et de grande capacité intellectuelle pour pouvoir donc rendre des décisions qui sont donc hors de polémique. Elle a été donc animée par de talentueuses personnes. Nous avons en mémoire la dame de fer Elisabeth Pognon. Oui. En son temps, je pense que tout le monde applaudissait cette décision à chaque fois que cette cour-là disait le droit, mais tout le monde était constant parce que on s'enterre du professionnalisme et de l'impartialité. Elle a été animée aussi successivement par Madame Ouensou, dont paix à son âme. Donc par la suite, le professeur Robert Dessous, puis maintenant le professeur Olo. Donc ce que nous allons souhaiter, c'est que pour choisir des gens qui doivent donc aller à la Cour constitutionnelle, qu'on tienne grandement compte des valeurs, de la capacité intellectuelle, de la probité intellectuelle, pour que nous ayons une Cour constitutionnelle qui rende des décisions qui soient donc exemptes donc de beaucoup de polémiques.
Eh bien, merci, honorable Gérard Benochi. Nous allons toujours continuer, rester à l'Assemblée nationale, puisque nous allons faire un peu le point depuis 2018. Alors, demain lundi, il y a une communication du gouvernement sur le siège de l'Assemblée nationale en constitution, le gouvernement de la rupture. Eh bien, après ses responsabilités, pour faire donc le point de la gestion précédente et situer les responsabilités techniques et financières au niveau donc de tous les acteurs impliqués donc dans la gestion. Aujourd'hui, est-ce que ça vous fait mal de voir notre Assemblée nationale? C'est-à-dire, quand vous descendez du pont, quand vous regardez à votre droite, quand vous venez dessus de Cotonou, qu'est-ce que ça vous fait? Ben vraiment, à chaque fois que nous passons sur le pont de Cotonou, vous ne pouvez pas passer sur le pont de Cotonou, sur le pont de Porto-Novo, oui, sans que cette marmaille ne vous frappe à l'œil. Et puis, ça fait souvent un pincement de cœur, que nous disons, c'est quel gâchis ça? Comment sommes-nous arrivés à cela? Et puis, de façon visible, quand vous voyez de loin, vous ne savez pas ce qui est là. Mais quand vous allez en profondeur, nous avons eu les prémices de ce qui est là. Je peux vous dire que c'est un scandale. Un scandale. Demain, le ministre garde des Sceaux viendra donc exposer le rapport d'audit sur ce que nous pouvons appeler cet éléphant blanc. Mais je pense que c'est ahurissant ce qui s'y est passé. Qu'on soit parti de 16 milliards de prévisions pour aboutir à de 25 milliards de déjà dépensés. 25 milliards. 25 milliards. Et qu'aujourd'hui, qu'on dise que pour réhabiliter cela, pour permettre que ce sera viable, il faut encore 22 milliards. Donc vous voyez ça? Et dans le même temps, nous avons donc l'entrepreneur adjudicataire qui a donc astreint l'État devant la justice et il y a une condamnation de l'État béninois à payer 31 milliards de dommages et intérêts. Donc, et c'est la justice béninoise qui a... Ben oui, le tribunal de Porto-Novo qui a rendu cette décision. Vous voyez cela? Donc, c'est du gâchis. Et moi, ce que je veux souhaiter, c'est que tous ceux qui sont impliqués dans ce gros scandale que le gouvernement de la rupture, sans état d'âme, les livre à la justice, et que la justice fasse son travail, qu'on sanctionne avec la dernière rigueur. On dit qu'on risque de vider l'Assemblée nationale si effectivement on met en application bien sûr ce rapport, parce qu'il y a beaucoup de députés de l'Assemblée nationale qui ont eu des marchés sans appel d'offres. Ben vivement, si tel est le cas, vivement, sans exception de personne, sans exception, que quiconque qui est impliqué dans ce dossier, que sans état d'âme on les livre pour qu'ils en répondent, parce que on ne peut pas donc s'amuser avec les ressources publiques de cette façon dans un pays où nous savons que nos ressources sont aménusées et qu'on s'amuse. Donc, vous savez, dans la sous-région, j'ai eu dire que certaines assemblées nationales des pays voisins ont été construites avec 15 milliards, 18 milliards. Tout à fait. Et c'est de jolis bâtisses. Et que nous, on soit déjà, vous voyez, à ce montant-là, et qu'il n'y a rien. Je pense qu'il faut sanctionner pour décourager désormais. Alors, on dit sur le plan technique, il faut raser carrément donc, le bâtiment qui est là. C'est vrai? Oui, quand on vous dit que le radier poinçonne déjà, vous savez ce que c'est que le radier? Le radier, c'est que, je ne suis pas technicien, mais c'est quand on fouille. On fouille donc la dalle de soubassement qu'on met pour tenir le bâtiment, qui a d'une certaine épaisseur, ça poinçonne, ça veut dire ça a basculé déjà. C'est pas vrai. Ça a basculé. Alors qu'on n'a pas fini. La fondation n'est pas aussi solide. Et que le bâtiment supporte déjà 70% de son corps d'abord. Donc si ça a basculé déjà, si on continue, vous voyez, ça peut s'écrouler un jour. C'est pas souhaité qu'on mette des gens dedans. Dans ces bâtiments, il faut carrément. Et pour corriger cela, on dit, pour corriger, il faut 22 milliards. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on continue dans ce gouffre? 22 milliards. Donc je pense que la bonne décision aurait été de laisser cela comme un musée là. Et d'aller construire D'aller construire autre chose ailleurs. C'est mieux. C'est ce que moi je pense. Ça, c'est triste comme réalité. Absolument. Pour notre pays. Triste. Voilà. Alors, vous-même, vous avez fait une proposition, je ne sais pas si c'est vous ou c'est votre groupe parlementaire, une proposition de résolution, justement, c'est juste dans le cadre de la lutte contre la corruption, pour la création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête et de contrôle sur la gestion des projets par l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie, ABERM. Eh bien, là-bas aussi, on pense qu'il y a eu trop de scandales, il y a beaucoup de scandales.
Oui, si dans ce domaine, vous êtes au Bénin, vous savez, si on veut commencer à citer les scandales dans ce domaine, c'est énorme. Maria Agneta en a une preuve. Il y a une commission d'enquête actuellement sur ce dossier qui n'a pas encore déposé son rapport. Mais ça craint depuis, alors qu'il y a des dossiers qui sont... Est-ce que c'est parce que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité est impliqué dans cette affaire? Non. Qu'est-ce qui se passe par rapport à Maria Agneta aussi? On ne comprend rien. Non, cette commission a monté au créneau dernièrement. Je pense que cette commission réclame des moyens pour pouvoir finaliser son rapport. Donc, ils ont suffisamment avancé. Il leur reste un peu de moyens pour déposer leur rapport. Donc, le nombre de milliards engloutis dans les projets d'électrification, je pense qu'il est temps qu'on assainisse ces milieux. Et c'est cela donc l'objet de cette commission. Et nous allons souhaiter soutenir vivement que cette commission aille jusqu'à la fin pour que ce milieu soit assaini. Vous savez que le gouvernement de la rupture veut, donc, dans le domaine énergétique, aller vers l'autonomisation donc du Bénin en cette matière. Donc, il faut donc d'abord assainir le milieu avant donc de réaliser tous les projets qui sont en cours pour que ce que nous avions vécu par le passé, plus jamais ça. Alors, donnez-nous quelques informations par rapport à l'ABEM. Qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à ces scandales? Bien sûr, voilà, on dit qu'on a acheté des matériels à des milliards, mais on a sous-estimé, ou bien il y a une surfacturation à des moments donnés, et tellement beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut mieux comprendre un peu ce qui s'est passé au niveau de l'ABEM? Bon, je pense que vous avez suivi, les techniciens sont montrés au chrono et ont expliqué. Ça, c'est la gouvernance du régime passé. C'est ça. Et cette gouvernance est une gouvernance catastrophique. Quand vous entendez dire que le conseiller n'est pas le décideur, que les conseillers, qui sont des techniciens, des professionnels, conseillent quelque chose, et les décideurs font autre chose, c'est à cela qu'on aboutit. Les conseillers ont dit que jamais les choses ne pourraient pas se faire de cette manière, mais les décideurs politiques ont pris d'autres choix, et ça aboutit à cela. Nous n'allons pas toujours remuer donc le couteau dans la plaie, nous allons regarder donc vers l'avant, assainir le milieu et continuer, c'est ce que nous allons souhaiter. Voilà. Mais je souhaite vivement, quand la commission parlementaire va finir son travail et déposer son rapport, que tous ceux qui sont donc impliqués dans ce scandale puissent être aussi châtiés. Au Bénin, ce qui manque, c'est la sanction, le contrôle et la sanction. C'est ce qui manque dans notre pays. Apparemment, tous ceux qui roulent carrosse dans ce pays, ils sont tous impliqués. On a l'impression qu'il y a trop de scandales dans tous les ministères. Vous pouvez savoir à quel niveau de gangrène, de corruption le Bénin est tombé. C'est ahurissant. Et c'est parce qu'il n'y a pas le contrôle souvent. Et il n'y a pas la sanction, l'impunité. Mais si on applique systématiquement le contrôle et qu'il y a la sanction qui suit, vous allez voir que d'ici quelques années, le Bénin va se mettre au pas. C'est ça. Alors, vous êtes également le conseiller à la mobilisation sociale du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Et alors, dites-nous, on a entendu dire il y a de cela un mois, 9 millions de Béninois se sont fait enrôler, enregistrer. En attendant donc de recevoir M. Jean Arolou, qui est le coordinateur national, vendredi prochain, dans l'hebdo d'Océan, il viendra faire le point général avec Rachida Oussou et Réal Koubakin. Alors, dites-nous un peu rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir donc, de ce qui est passé jusqu'au 30 avril dernier? Merci beaucoup. Vous avez parlé de 9 600 000 d'enrôlés. Je pense que c'est pas ça. Et à la fin de l'opération au 30 avril, il y a plutôt 10 500 000 Béninois qui ont été enrôlés sur une prévision de 10 900 000. On avait prévu 10 900 000, mais on a eu à l'arrivée 10 500 000 qui sont enrôlés, soit un pourcentage de 106%, autour de 105,73%. Et l'Atlantique tient le haut du pavé avec 126, pas l'Atlantique, le littoral tient le haut du pavé avec 126% de tout. Le département qui boucle la boucle. Qui tient la lanterne rouge? La lanterne rouge est autour de même de 95%. Ah oui, c'est quel département? Je pense le Borgou, je pense. Alors, de façon générale, votre appréciation, les populations sont sorties, ça a été quand même une réussite totale pour la commission. Vous êtes satisfait, vous, en tant que conseiller à la mobilisation sociale? Bien sûr, c'est vous qui avez sans doute, en tant que vous avez mobilisé quand même un certain nombre de personnes. Oui, moi, vous êtes satisfait aujourd'hui? Je ne suis pas le seul. Moi, je suis conseiller à la mobilisation au sein de la commission nationale. Mais la mobilisation a été l'affaire de tous.
les maires ont été impliqués, Ouais. les chefs d'arrondissement ont été impliqués, les chefs quartiers ont été impliqués. Et on a mis les gongonneurs, qui à chaque fois gongonneurs. Mais en plus de ça, tous les acteurs politiques, Oui. les ministres du gouvernement sont descendus, chacun dans leur fief. Ouais. Vous avez les députés qui sont régulièrement descendus dans leur fief. Donc des acteurs politiques, même des acteurs de la société civile, tout le monde a mis la main à la pâte. Ça veut dire que nous avons cru en cette opération, nous y avons adhéré, et c'est ce qui a donné donc les résultats que nous avons. Moi, je pense que c'est une réussite pour une phase qu'on dénomme phase initiale, recensement initial à vocation d'identification de la population, qu'on soit arrivé à ce taux, c'est encourageant. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu s'enrôler, parce que le dernier jour, vous allez voir qu'il y avait encore des files énormes. Les gens attendent souvent le dernier moment. Les gens attendent souvent le dernier moment. Mais quand ils ont compris qu'ils étaient donc les derniers, ils ont pris d'assaut donc les lieux d'enrôlement, mais c'est déjà tard. Et ils doivent prendre leur mal en patience. C'est pas fini, parce que l'opération a prévu que les kits soient redéployés au niveau donc des communes, et que ceux qui n'ont pas pu s'enrôler puissent continuer à le faire. Ce qu'on a fait, c'est la phase initiale. Mais l'enrôlement se poursuivra désormais au niveau des communes. Ils ont eu la chance de le faire dans leur localité, à des postes qui sont proches de leur maison. Désormais, ils seront obligés d'aller jusque dans leur commune, dans leur mairie, pour aller le faire. Il n'y a plus de crainte pour ces populations qui ont pensé que c'était fini, le RAVIP. Non, elles ont toujours, le champ est toujours ouvert pour pouvoir s'enrôler. Elles ne sont pas des exclus de la République. Financièrement, ça a pompé un peu le budget national. Mais forcément, il n'y a pas d'opération de cette envergure. Ça coûte, vous savez que c'est forcément pour un coup. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et on ne doit pas regarder le coût-to-coût, il faut regarder donc l'utilité. Oui. L'utilité de cet outil. C'est quoi? Maîtriser donc le flux de population sur notre territoire, tant national qu'étranger, pour pouvoir donc réussir à maîtriser la sécurité. C'est un outil important entre les mains de la police républicaine, pour pouvoir donc maîtriser, donc réussir leur plan sécuritaire. Oui. Deuxièmement, vous savez qu'il n'y a pas de projet de développement qui soit conçu sans tenir compte donc, des populations. Donc tout tourne autour des populations. Désormais, les pouvoirs publics connaissent ont de la matière pour pouvoir donc concevoir les projets de développement. Et puis, la réforme phare, le projet phare du gouvernement qui est le projet ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain, est basé essentiellement sur le RAVIP parce qu'il faut identifier les personnes. Et il faut à connaître leur numéro d'identifiant et pour pouvoir donc leur offrir ces services. Donc tout cela, la base de données existe désormais et le projet ARCH donc peut donc rentrer donc dans sa phase opérationnelle. Voilà. Eh bien, comme je l'avais dit tantôt, nous allons revenir sur le bilan, monsieur du RAVIP, avec le coordinateur national le vendredi prochain à 17h, et bien sûr dans l'émission L'Hebdo donc de Océan avec Rachida Oussou et Reliou Koubakin. Nous allons rapidement parler, monsieur, de la lutte contre la corruption. Vous savez, il y a quand même 27 policiers et gendarmes, justement, qui ont été radiés pour détournement de fonds additionnels de sécurité. Le Conseil des ministres, justement, de mercredi dernier, a frappé fort. Votre réaction, mais il y a quand même des policiers qui ont détourné 80 000 francs. Ils ont été radiés. Est-ce que ça vous fait mal? Ce n'est pas le montant détourné qui est donc l'élément de repère, mais c'est le comportement déviant. C'est la faute. L'intention pour l'acte. L'intention malveillante. Je ne veux pas dire criminelle, mais l'intention malveillante. C'est ça qu'il faut désormais sanctionner. Vous voyez que nous crions dans notre pays que l'insécurité est notre mal. Et les populations demandent la sécurité. Nous avons un gouvernement qui dit « Je vais régler ce problème d'insécurité », qui met en place un plan sécuritaire, qui met maintenant les moyens à la disposition des forces de l'ordre. Et leur dit utiliser ces moyens pour que nous puissions obtenir des résultats. Et la manière d'utiliser ces moyens leur a été donc déclinée pour dire voici comment vous devez utiliser ces moyens. Soyez sûrs, attendez-vous à ce que on vienne vous réclamer des comptes. Ça leur a été dit. Et malgré cela, des gens qui sont à un certain niveau de responsabilité. Vous savez, quand on parle des forces de l'ordre,
c'est ceux qui indiquent la voie de la vertu. Et quand vous et moi, nous violons les règles de la République, qui sont ceux qui nous prennent? C'est eux. Quand ceux qui sont chargés de nous prendre, de nous montrer la voie de la vertu, se compromettent, alors il ne faut pas permettre cela. C'est pour cela que le gouvernement a choisi de taper fort pour que ceux qui sont chargés d'indiquer la voie ne soient pas des gens répréhensibles. Et moi, je pense que c'est à saluer. J'ai dit tantôt que dans notre pays, notre mal, c'est que nous ne sanctionnons pas. On dit, quand on commence à sanctionner, tout le monde se met au pas parce que la peur du gendarme est donc le début du commencement de la sagesse. Tout à fait. Et tous les Béninois, désormais, vous voyez, les gens ont peur de toucher aux deniers publics. Vous entendez dire, on ne touche pas l'argent du talon, impunément. Et oui, ça commence à venir. Moi je souhaite cela. J'encourage cela. Je souhaite que le gouvernement ne fléchisse pas, qu'il aille dans ce sens. J'ai entendu des gens dire, comment est-ce qu'on peut radier pour 80 000 francs? Non, ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est la faute, c'est l'intention. Nous devons donc encourager cela pour que désormais, quiconque est à un poste de responsabilité sache que on ne touche pas impunément aux deniers publics. Lorsque vous êtes quelque part, ayez la crainte donc de toucher aux deniers publics. Cela ira donc dans l'intérêt de nous tous. Parlons maintenant des législatives de 2019. On annonce 3 blocs de la mouvance présidentielle. Alors pour faire face au bloc de l'opposition, votre réaction? Eh bien oui, ça ce n'est plus à discuter. C'est ce qui a été arrêté au sein donc du BMP, qu'il y aura donc 3 blocs, donc 3 grands partis. Oui. Et les tractations sont en cours, les regroupements se font par affinité. Vous êtes le candidat à votre propre succession? C'est mon parti qui me positionne, et moi-même je ne décline pas l'offre. Donc voilà. Donc, dans le cofond, on sait que vous êtes quand même très influent. Qui viendra bousculer, bouger? Non, influent, je ne pense pas. Mais je fais de mon mieux. Voilà, donc c'est connu que au sein du BMP, on aura 3 grands blocs. Et toutes les tractations sont en cours, des regroupements se font par affinité. D'ici là, nous attendons vivement donc le vote donc de la charte, de la portant charte des partis, et puis les partis vont se conformer, et puis le champ, la visibilité sur le plan politique sera donc claire pour les uns et pour les autres. Alors, d'après Soso, qui a fait des déclarations un peu tonitruantes au sujet des partis talents, il dit, je cite, après 5 ans, le parti talent sera arrivé pour 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais je dis, pourquoi est-ce que nous allons polémiquer sur une déclaration personnelle, individuelle d'un citoyen de la République? C'est le député à l'Assemblée nationale. Même s'il est député, je vais opiner sur cela si seulement c'est nos tests qui prévoient donc ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, vous savez que nous sommes dans un système démocratique et que notre constitution prévoit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. Donc, en aucun moment, ce qu'il a dit n'est pas dans notre loi constitutionnelle. Donc, nous ne devons donc pas tenir ça comme important. Moi, je pense qu'il a parlé donc de ce que lui pense, ce qu'il souhaite, mais qui n'est pas la réalité. Nous ne devons pas polémiquer là-dessus. Comment se porte l'Union fait la nation? L'Union fait la nation se porte à merveille, je puis dire. Je suis là et je sais ce qui s'y passe. Bientôt, bien sûr, le congrès pour... Absolument. Peut-être que je vous l'avais dit, j'ai dit qu'on aura 3 grands blocs au sein de la majorité. Forcément, il y a un grand bloc autour de l'Union fait la nation. Donc, les tractations sont en cours. Et l'Union fait la nation a enregistré ces dernières années beaucoup d'adhésions. Beaucoup d'adhésions, pas des moindres. Et puis, elle est dans la dynamique donc de s'ouvrir, de recevoir donc plusieurs autres forces, plusieurs autres partis pour en faire un parti fort. J'espère que nous ambitionnons donc d'être le plus grand parti du Bénin. Et je pense que Dieu va nous y aider. Voilà. Alors vous êtes donc le rapporteur général de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Le rôle de cet organe, c'est quoi concrètement? La Commission des finances et des échanges à l'Assemblée, c'est la commission donc, qui est l'organe technique qui apprête tous les dossiers qui ont un caractère donc
financiers. Partout, les dossiers dans lesquels on parle finance, on parle argent, principalement par exemple le budget, c'est cette commission qui est chargée donc de préparer la loi de finances, d'apprêter le rapport qui est soumis donc au vote de la plénière. Et toutes les autorisations de ratification d'accords de prêt que le gouvernement envoie passent par cette commission et qui les apprête, qui les traite techniquement, qui oriente donc, qui éclaire les députés sur le sens du vote qu'ils doivent émettre. Donc, tout ce qui a trait à l'argent concerne donc cette commission, est donc confié quant au fond à cette commission qui donc faire son travail pour présenter donc un rapport au président qui programme pour la plénière. C'est ça. Le premier auditeur disait est-ce que ce ne serait pas bien que on retourne à la révolution? Est-ce que la révolution ne serait pas mieux que la démocratie? Je pense que la révolution, c'était donc au temps de la dictature. Et à la conférence des forces vives de la nation, nous avons tourné cette page. Nous avons renoué avec la démocratie. C'est cela que notre peuple béninois a choisi. C'est la voie que le peuple béninois a choisie, qui est donc admirée de partout. Nous devons donc nous ancrer dans cette voie-là et savoir que c'est la meilleure voie que notre peuple a choisie. Alors, et oui, c'est à déplorer que certaines pratiques qui font qu'on regrette le temps de la révolution, qui sont donc l'impunité, qui sont la corruption, qui gangrène, qui sont la pagaille. Et tout cela ne rime pas avec la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui ordonne cela, mais c'est des pratiques qui sont les habitudes des Béninois. Et ceux qui doivent enrayer ces pratiques, c'est les gouvernants. Nous avons tous les tests qu'il faut pour limiter tout cela, pour corriger tout cela, pour sanctionner. Ce que nous devons demander, c'est l'application des tests. Et c'est pour cela que le gouvernement actuel, qui a pris la décision donc de faire appliquer les tests de la République pour mettre tout le monde au pas, nous devons le soutenir. Et vivement la lutte contre la corruption et vivement la fin de la pagaille dans la gestion des deniers publics dans notre pays. Le deuxième intervenant a dit oui, qu'il souhaite que dans cette affaire de député Attahou, qu'on laisse la justice faire son travail. Et oui, je pense que c'est ce à quoi j'avais conseillé. J'avais souhaité qu'au point où nous en sommes, où tout le monde est devenu juriste, et sur tous les forats, chacun interprète à sa manière, on fait les commentaires à tout va. Moi, je souhaite que l'affaire étant aux mains de la justice, que nous fassions confiance à notre justice et que nous laissions la justice faire son travail et nous apprécierons par la suite. Le troisième intervenant a dit est-ce que ce serait bien que l'Assemblée nationale donc soit donc un repère donc de ceux qui commettent des impairs dans la République? Non, je pense que non. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où nous avons des représentants du peuple qui sont donc choisis par le peuple pour légiférer, pour faire les lois, pour représenter la nation et contrôler l'action du gouvernement. Donc, on les appelle des honorables. Pour mériter ce nom, l'Assemblée nationale ne doit pas être le repère de ceux qui ont commis des impairs où on les protège. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous, au BMP, nous sommes dans la logique donc de permettre que la lutte contre la corruption qu'a engagé le gouvernement, que cette lutte soit menée de façon implacable. Et nous disons, tous ceux qui seront donc impliqués dans des dossiers où leur levée d'immunité parlementaire sera demandée, où on demandera donc de voter pour l'autoriser, donc leur poursuite devant la haute cour de la justice, nous allons jouer notre partition en votant ces autorisations de poursuite et en votant les levées d'immunité. Le reste, c'est la justice qui dira par la suite si quelqu'un est blanc ou noir. C'est à la justice donc de le dire. C'est ça. Donc, il souhaite que la lutte contre la corruption ne soit pas une lutte sélective. Et oui, nous aussi, c'est vivement cela. Et le gouvernement actuel, je pense, que ne fait pas dans la sélection. J'entends des commentaires dire souvent que c'est une lutte sélective. Moi, je pense que non. Je pense que actuellement, un des soutiens fervents de première heure du président Patrice Talon est derrière les barreaux. Et c'est une lutte qui est engagée, et au siège, par exemple, en ce qui concerne le siège de l'Assemblée nationale.
lorsque ce dossier va arriver, les gens demandent est-ce que, si les députés sont impliqués, est-ce que nous allons permettre qu'ils soient touchés? Eh bien oui, même si ils sont dans le rang du BMP, je pense que si on demande de lever l'immunité, nous allons le faire pour donner le bon exemple, pour que désormais le gouvernement ait les coudées franches pour mener donc efficacement cette lutte contre la corruption. Il y a quelqu'un qui souhaite que le dossier ICC Services soit donc revisité. Je pense que le chef de l'État actuel, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il ne regardera pas dans le rétroviseur. Mais nous savons aussi que des dossiers, des gouffres financiers, des dossiers de malversation ont été commis par le passé et qui méritent qu'on les revisite. Moi qui suis ici, moi je serai pour qu'on revisite tous ces dossiers. Hier, j'ai visité une maison à Fifadi et j'ai été témoin de ce que les gaffes que ICC Services a commis au sein de la population. J'ai été témoin hier. Je suis rentré dans une maison où c'est une maison qui n'est pas achevée. Et j'ai dit, et la personne me disait de voir que sa grande sœur était en France et envoyait de l'argent pour que son petit frère lui construise sa maison. Ils ont construit jusqu'à ce niveau. Il restait 20 millions pour finaliser la maison. Et la grande sœur a emprunté de l'argent là-bas, dans une banque française, a envoyé les 20 millions. Et le petit frère allait déposer les 20 millions à ICC Services. Et deux semaines après, l'affaire ICC Services était à l'eau. Donc, la maison était comme ça, délabrée. Et je me suis dit, vous voyez, tout ce que ICC Services a causé dans ce pays, en principe, effectivement, on ne doit pas donc enterrer ce dossier. Puisque j'ai vu l'ancien président de la République monter au créneau à la veille des élections de 2011 pour dire, si je suis élu, je paierai toutes les victimes de ICC Services. Mais tel n'a pas été le cas. Et moi, je pense que si c'est nécessaire, il faut que ce dossier-là, qu'on comprenne clairement ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc, je continue. Par rapport au monsieur Ramanou Guadamassi, aux 27 policiers qui ont été radiés, il a dit qu'il pense que la radiation est une mesure assez forte. Et moi, je pense que ce que j'ai ouï dire, c'est que c'est le conseil de discipline de l'armée qui a connu de ces dossiers et qui a fait un rapport qui a suggéré la radiation. C'est ça. Et le gouvernement n'a fait qu'entériner. Est-ce que si le conseil de discipline de l'armée, qui sait comment discipliner ces éléments, propose la radiation, j'ai entendu dire aussi que lorsque vous faites l'objet de 60 jours d'arrêt de rigueur, de savoir que ce qui va suivre, c'est la radiation. Donc, et les intéressés ont subi 60 jours d'arrêt de rigueur. Donc, c'était implacable. Eux-mêmes, ils savaient déjà que c'est la radiation. Vous interrogez, tous les policiers vous disent, quand on vous applique 60 jours d'arrêt de rigueur, il faut savoir que c'est la radiation qui suit. On ne peut plus aller en arrière. Donc, le conseil de discipline de l'armée, de façon souveraine, avait été allé à cette extrémité. Je ne vois pas le gouvernement donc venir dire de faire autre chose. Le gouvernement n'a fait que entériner ce que le conseil de discipline de l'armée a proposé, la piste empruntée par le conseil de discipline de l'armée. Et dit, oui, par rapport au siège de l'Assemblée nationale, oui, je l'ai déjà dit, que nous sommes pour donc cette lutte-là. Et s'il y a des députés qui sont impliqués, même s'ils sont dans le rang du BMP, nous serons pour que leur immunité soit levée pour qu'ils aillent en répondre. Monsieur André Zanou demande, est-ce que cette affaire d'Attaro ne va pas aboutir à un non-lieu? Un non-lieu, c'est souvent une décision de justice. Et si la justice tranche et dit, tout le monde va se plier. Donc nous n'allons pas faire un procès d'intention. Ayons confiance en notre justice et sachons que quand elle va faire son travail, en toute impartialité, elle va aboutir à une décision devant laquelle nous tous devons nous plier. Le dernier a souhaité que le bilan sur les 2 ans de talons soit donc fait en langue. Donc sa doléance est tombée entre les oreilles de qui de droit? N'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Honorable Gérard Benouchi, c'est la fin de cette émission. Vous avez quelques secondes pour votre mot de la fin. Merci. Je voudrais dire bon dimanche dominical à tous les Béninois. Et une fois demander que tout ce qui concerne les affaires qui sont pendantes devant la justice, que nous arrêtions la polémique
et que nous fassions confiance en nos institutions, les institutions démocratiques que le peuple béninois s'est donné. Merci beaucoup. Il est 9h23 en temps universel, plutôt pas le pays, 9h23 en temps universel, 10h24 bien sûr dans tous les studios donc de Océan FM émettant de Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette émission Cas sur table. Était en studio l'honorable Gérard Gbenochi, député UN à l'Assemblée nationale, rapporteur général de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale, conseiller à la mobilisation sociale du RAVIP. Merci d'avoir été là, honorable. C'est moi. Merci donc à toutes les équipes techniques et rédactionnelles des radios Océan FM de Cotonou, Urban FM de Parakou, Océan Télévision Web, et Rock Botonredo à la mise en onde, Semiat Youssoufou à la caméra de la télévision Océan Télévision, et Chris Belmocho du côté de la rédaction pour le résumé donc de cette émission, Léon Sadjebi qui représentait le quotidien, le matinal pour le compte rendu de demain, et puis moi-même Auspice Kounoun d'avoir la présentation. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention. Une fois encore, toutes nos excuses pour les désagréments constatés, bien sûr, donc au cours de cette émission. Eh bien, ça arrive, mesdames et messieurs. On se retrouve le dimanche prochain à 9h05 avec le même plaisir. Passez une excellente journée dominicale en compagnie des programmes de Océan FM et de Urban FM de Parakou.